Le décryptage de l'actualité du secteur de la santé en Afrique, c'est maintenant dans Hebdo Santé sur Média. Bienvenue et merci d'être toujours avec nous. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner tous les secteurs de la vie, notamment celui de la santé. Mais dans quelle mesure et de quelle manière va-t-elle améliorer la prise en charge des patients sur le continent? Des experts de la question avec moi pour en savoir plus. Docteur Aladé Daéric Béranger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, expert de système d'information en santé et en pédagogie au laboratoire de biostatistique et d'informatique médicale à l'UFR Sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes par ailleurs ex-chef de service traitement et analyse des données à la direction de l'information, de la planification et de l'évaluation au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Tout à fait. Et cette direction s'est muée aujourd'hui en direction de l'information sanitaire. D'accord. Donc, voilà, en tout cas, je suis content d'être là. D'accord, en tout cas, c'est un véritable honneur de vous avoir avec nous, docteur. Également avec nous, Monsieur Villard, Bob Trevor, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir sur le plateau d'Hebdo Santé. Bonjour Monsieur Villard. Bonjour Monsieur Stache. Alors vous êtes chercheur en système d'information et référent télémédecine, également directeur général Afrique de la clinique connectée de l'Institut Pierre Delbé France et du laboratoire Pierre Delbé Research. C'est bien ça? C'est cela. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir accepté donc, de nous parler de l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus et de son application donc, dans le domaine médical. Un sujet plus que d'actualité. D'abord, pour commencer, c'est quoi l'intelligence artificielle pour celui qui en entend parler pour la première fois, de façon simple, pour que tout le monde comprenne? Bon, pour le commun des mortels, l'intelligence artificielle, c'est des systèmes informatiques, c'est de l'informatique qui vise à développer des programmes, des objets capables de réfléchir comme l'homme. Quand vous dites des objets, c'est quoi? Ça peut être des appareillages, ça peut être de l'identification, ça peut être voilà, de la pensée cognitive ou de la réflexion. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a regroupés sur le thème d'intelligence artificielle. D'accord. Et on va retrouver donc l'intelligence artificielle dans tous les domaines, je l'ai dit. Oui, bien sûr. Bien sûr, au niveau de la santé, je donne peut-être les différentes étapes de la prise en charge des malades. Il y a d'abord l'examen que vous faites sur le malade, qu'on appelle l'examen clinique. Ensuite, il y a des examens complémentaires. Et puis après, il y a la prise en charge. D'accord. Donc, ça, c'est de façon traditionnelle. De façon traditionnelle. D'accord. Et l'intelligence artificielle s'intègre dans tous ces compartiments donc, de la santé. C'est-à-dire, il n'examine pas, mais à partir du résultat d'examen, il est capable de vous proposer des orientations, de penser à diverses situations. Ensuite, il est capable, à partir des éléments que vous lui apportez, de dire que les examens sont en faveur de tel. Et puis, après aussi, de proposer des solutions de la prise en charge. Mais tous ces éléments rentrent dans des algorithmes déjà connus que nous utilisons, qui sont des outils d'aide à la décision. Et c'est dans cette réflexion même qu'on forme le médecin, dans cette réflexion cognitive, où il part de l'examen jusqu'aux examens paracliniques, jusqu'au traitement. Et je pense que c'est tous ces éléments qui sont habillés aujourd'hui dans un thème à partir de l'informatique. Alors, je veux bien comprendre, docteur Aladé. D'accord. Vous avez parlé donc depuis, comment on dit ça déjà, le diagnostic jusqu'au traitement. On sait que vous, médecin, vous recevez le malade, vous lui posez des questions. Bien sûr. Mais lorsqu'on applique l'intelligence artificielle, ça va donner quoi? Le médecin, il reçoit le patient ou alors il ne pose plus le diagnostic, les machines, les appareils dont vous avez parlé vont rentrer en ligne de compte. C'est comme ça qu'il faut comprendre? Alors,
Comme je l'ai dit, je reprends, hein, on n'enlève pas le rôle du médecin ici. Le médecin joue toujours son rôle, mais tous ces éléments de réflexion que le médecin mène, on dit qu'il est capable, on peut mettre un système, un algorithme derrière aussi, de machine, capable de travailler au même titre que l'homme. D'accord. Voilà. Donc, je prends un exemple simple. Et généralement, l'intelligence artificielle est basée sur tous nos éléments déjà de travail. Hein. C'est à partir de nos bases de données. Donc, quand vous recevez un malade, vous prenez par exemple sa température. Et si la température est supérieure à 38,5, on dit, ah tiens, il fait la fièvre, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, c'est ce même algorithme qu'on met dans la machine. Donc, lorsque vous prenez votre température à partir d'une machine, la machine aussi dit, ah, mais s'il fait 38, donc c'est qu'il fait la fièvre. Vous voyez? Ah bon? Voilà. Donc, c'est la même interaction, en fait. D'accord. Maintenant, ensuite, s'il y a la fièvre, on dit, ah, mais s'il fait la fièvre, on peut penser peut-être dans notre contexte, on va à un paludisme, à une fièvre hémorragique, je ne sais pas, ou à autre chose. Donc, on va demander des examens complémentaires, n'est-ce pas? Donc, la machine te dit, OK, si vous finissez les examens complémentaires, envoyez-moi. Donc, après des examens complémentaires, moi, en tant que médecin, je regarde, je dis, tiens, la goutte épaisse est positive, donc c'est que ça confirme le paludisme. Pareil aussi avec la machine. Donc, lorsque je vais rentrer dans l'algorithme que j'ai fait une goutte épaisse et c'est positive, la machine aussi va me répondre, goutte épaisse positive, c'est que c'est un paludisme. Vous voyez? Donc, c'est cet algorithme de réflexion humaine qu'on essaie de modéliser dans une machine pour aider au diagnostic. Voilà. Donc, c'est un peu, de manière vraiment triviale, ce thème d'intelligence artificielle. D'accord. Voilà. Monsieur Villard, parlez-nous un peu de votre expérience au niveau de la clinique connectée. Est-ce que vous appliquez l'intelligence artificielle dans vos actes, la consultation, la détection de maladies, comme vient de le dire docteur Aladé? Effectivement, ce que le docteur Aladé dit est déjà en marche à la clinique connectée. C'est-à-dire que lorsque vous recherchez la clinique connectée ou que vous avez l'application, vous allez trouver Amina tout de suite. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez l'application, il y a un service d'accueil systématique, assistant, qui vous dit comment puis-je vous aider. Et si vous avez des symptômes, vous allez introduire vos symptômes et l'assistant va pouvoir vous dire, ben écoutez, tel que le professeur l'a dit, si vous avez une température qui est élevée, et que vous introduisez, l'assistant va vous dire, vous faites certainement une fièvre, mais pour pouvoir aller plus loin, vous allez avoir donc à consulter un médecin généraliste. Voici la liste disponible de médecins généralistes. À ce niveau-là, on ne parle pas on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle. Ah non, c'est déjà parti. C'est déjà parti. L'intelligence artificielle est avec nous, régulièrement. C'est parce que l'utilisateur habituel ne sait pas que, sinon, quand vous avez un assistant qui vous répond là systématiquement, que ce soit vocal, que ce soit écrit, c'est déjà de l'intelligence artificielle. On l'a modelé, on l'a éduqué à ce que lui joue le rôle de l'assistant. Parce que, d'autre part, si le médecin Aladé était assisté d'une assistante médicale, elle serait certainement en train de prendre son téléphone et répondre à ses affaires personnelles, ou bien elle serait occupée à autre chose que systématiquement de s'y consacrer. Ce qui fait que, pour gagner du temps, l'efficacité, ben, il y a un assistant qui est intermédiaire entre le médecin et le demandeur. Donc, c'est comme ça que ça s'applique. Voyez-vous, comme le professeur le disait, il faut tout simplement savoir que l'intelligence artificielle, c'est comme, comment on appelle ça, ce que les enfants regardaient dans le club des petits et tout ça. D'accord. Voilà, et que on avait l'impression que des choses étaient inimaginables et que ces choses dans la science-fiction ne pouvaient pas se réaliser. Dit par exemple que s'il n'y a pas d'assistant médical, alors personne ne peut répondre. Il faut l'attendre. Aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous pouvez poser la question
sur votre santé a un algorithme d'assistance et qui vous dit ce que vous posez comme question, voilà une réponse, mais pour pouvoir consolider, il faut vous adresser à un professionnel de santé qui va infirmer ou confirmer. Donc vous partez déjà avec de la connaissance et le professionnel va pouvoir consolider votre information. Alors lorsqu'on prend un peu l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, l'intelligence artificielle vient donc, je vais dire, ne vient pas remplacer certains corps de métier. Vous avez parlé de l'assistante par exemple, qui n'existe plus si l'intelligence artificielle intervient. Non. En fait, là-bas, c'est une question aussi de compétence, parce qu'il y a l'empathie. De plus en plus, on rend ces machines-là empathiques, mais la chaleur humaine compte aussi pour l'être humain et dans ce métier-là. Donc, on n'abandonne pas tout. C'est un challenge pour ceux qui sont assistants médicaux de se dire que nous allons nous appuyer sur la manière dont ces machines-là se mettent à la disposition de la population et faire comme, à partir de cet instant, vous devenez très utile. D'accord. Voilà, ça ne peut pas remplacer, ça peut remplacer si vous acceptez que ça vous remplace. Parce que, quelque part, si au lieu que vous puissiez savoir qu'il est l'heure du travail et de vous consacrer à l'accueil des patients et de les orienter, de prendre leur constante et de transmettre les informations, mais que vous les accueillez mal, que vous n'êtes pas à leurs soins, ben écoutez, le professeur va finir par se dire, moi je vais remplacer ce système-là pour gagner du temps, pour être efficace. Sinon, c'est d'abord l'homme. Docteur Aladé, est-ce qu'on gagne, je vais dire, en qualité, en précision dans le diagnostic avec l'intelligence artificielle, par exemple? Je peux dire oui. Oui, j'explique souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que on veut de l'efficacité. Et je vais prendre un exemple vraiment très concret. J'ai un ami personnel que je salue d'ailleurs au passage, il est anatomopathologiste. Ils ne sont pas plus de 10 en Côte d'Ivoire. Ouais. En tout cas, ils ne sont pas plus de 10. Logiquement, après une intervention chirurgicale, toutes les pièces opératoires doivent être analysées pour pouvoir confirmer ou infirmer si c'est une tumeur, si c'est un cancer, si c'est une pathologie bénigne, par exemple. Mais imaginez-vous, sur tout le territoire de Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus de 10. Et chaque fois que moi je vois mon ami, il est toujours, comme je l'ai dit, entre l'âme et la mêle, en train de regarder un microscope, avec une surcharge de travail terrible. Alors, ici, ce qu'on dit, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde une lame, il y a des éléments d'orientation qui sont dans son cerveau, parce qu'il a appris. Donc, c'est cette connaissance-là. On dit, mais tiens, au lieu de chaque fois peut-être te mettre, regarder la lame et dire, ça c'est une tumeur, et tenir compte aussi de sa fatigue, de tous ces éléments, on va mettre un dispositif qui, à partir des images là, dit, voilà, en fonction de l'apprentissage que j'ai eu, ces images-là sont en faveur d'une tumeur, à 80% ou en fonction du degré d'apprentissage de la machine. La machine va déterminer ça. Voilà, déjà. Va déterminer déjà. Donc déjà, au lieu de passer plus d'une heure, plus de 3 heures en train de regarder une lame, en 30 secondes, il a déjà l'orientation diagnostique. Donc quand lui il vient, c'est juste pour dire, ah tiens, la machine dit aujourd'hui, ça c'est une tumeur en faveur de temps. Ok, je regarde, ah oui, ok. Il confirme, il signe, et puis allez. Donc c'est ce gain de temps, d'optimisation, d'efficacité aussi dans le travail, qui sont recherchés dans l'intégration de ces outils-là. D'accord, d'accord. Sinon, l'homme est toujours au cœur du système. Du système. D'accord. Alors, quelle va être la différence, je vais dire, entre l'intelligence artificielle et déjà certaines technologies pratiquées, hein? Je veux parler par exemple de la chirurgie assistée, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence? Oh, c'est des usages. Je pense qu'il n'y a pas véritablement de différence, mais seulement que dans la chirurgie assistée aujourd'hui, on va dire, avec l'intelligence artificielle, il va peut-être affiner l'acte d'intervention. Ah bon? En fonction de... Tout dépend de l'apprentissage de la machine. Plus la machine a de l'expérience, plus elle peut vous dire, écoutez, docteur, telle incision, je pense qu'elle n'est pas adaptée
pour ce type de malade parce que il y a peut-être 10 ans, il y a 20 ans de cela, ces incisions, chaque fois qu'on le fait, ça ne porte pas de résultat, peut-être 5 jours ou bien 10 jours après cette intervention. Donc, elle peut vous dire, peut-être changer, peut-être pratiquer un autre type d'incision par rapport à ce que j'ai appris. Donc maintenant, vous, avec votre expérience, et ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est surtout les jeunes qui viennent dans la connaissance. Vraiment, c'est pas toujours aujourd'hui nous mettre en prix à un certain âge, c'est pas toujours d'avoir leur expérience, leur vécu. C'est eux ceux qui ont ça, et s'ils sont plus là, cela disparaît. Moi, je dis à l'intelligence artificielle, on est capable de capitaliser toutes ces connaissances, de les stocker, et puis après de les présenter pour dire, voilà, il y a 10 ans, on faisait telle intervention, tel maître faisait comme ça marchait bien. Donc peut-être appliquer comme ça aussi. Voilà. Ou bien aujourd'hui, n'appliquez plus comme ça, parce que voilà ce que j'ai comme résultat. D'accord. Monsieur Villard, alors dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, là, on a pris le cas de la clinique connectée, mais au-delà de votre clinique, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général, est-ce qu'on applique véritablement l'intelligence artificielle dans les soins de santé, dans les traitements? Non, en fait, pour l'instant, ce n'est pas encore très vulgarisé, ça n'est pas encore très utilisé. Déjà, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire les interactions de base. Il faut conscientiser le besoin. Par exemple, quand quelqu'un veut être acteur de sa santé, il doit, par exemple, utiliser un outil comme Amina, comme des outils qui peuvent facilement lui dire « Vous êtes réveillé ce matin, vous avez des céphalées ». C'est un comportement inhabituel sur sa santé. Donc, il peut poser la question de savoir qu'est-ce qui peut induire ce symptôme-là. Déjà, pour lui-même, ça lui apporte de la connaissance. Quand on commence par là, on va passer à l'étape 2. Quand, par exemple, quelqu'un, le professeur l'a dit, quand quelqu'un a, par exemple, la chirurgie de l'œil, là, l'élément ajouté à l'intelligence artificielle, c'est de la robotique qui va pouvoir, par exemple, faire de l'incision et tout ça. Mais ce sont les hommes qui rentrent les données. Et quand le professionnel, le spécialiste rentre les données, l'appareil, l'intelligence artificielle programme comment on appelle ça, le robot, de sorte que quand il y a coupure d'électricité ou bien qu'il y a l'œil, il y a par exemple le patient qui va incliner l'œil dans un autre sens, l'appareil ne va pas le suivre là-bas. Il est programmé pour pouvoir s'arrêter et reconduire l'opération quand ça se pose. Donc c'est de ça qu'il parlait, la précision. Mais pour y arriver, à la base, c'est d'abord les professionnels de santé. L'intelligence artificielle permet de faire la mise à jour des connaissances. Ceux qui ont des connaissances qui vont faire leur mise à jour, comme le professeur l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a des maîtres qui nous ont appris des choses. À un moment donné, il y a des choses nouvelles qui s'ajoutent. Donc, au cours des formations, on va emmagasiner ces choses-là et puis on va faire le partage d'expériences avec des confrères. À partir de ce moment-là, on sait que c'est avéré. Et on se lance donc dans le processus. Donc le processus, il est encore un peu long. On va y arriver, mais déjà à la base, les gens doivent comprendre, les professionnels comme les patients doivent savoir qu'il y a des solutions thérapeutiques qui se dessinent à l'horizon. Ça va aller très vite, mais il va falloir s'y mettre. Parce que très rapidement, à peu près 1 milliard 800 personnes vont en 2030 devenir, le chiffre va passer à ce niveau-là, devenir diabétique ou hypertendu. Voyez-vous? C'est alarmant quand même. Hein? Voilà, les gens doivent se mettre dans la peau. Les gens doivent se mettre dans la peau de celui qui devient acteur de sa santé à partir du moment qu'il fait l'option de la prévention. Et les éléments importants de la prévention, entre autres, sont aujourd'hui des objets, des éléments connectés. Ces éléments connectés-là permettent par exemple d'avoir des informations sur les éléments vitaux.
voilà, le fonctionnement de la pression artérielle qu'il faut contrôler, la régulation du taux de glucose qu'il faut contrôler, l'oxymètre de pouls qui peut renvoyer l'information à votre médecin traitant, qui permet de contrôler tout ça. À partir de cet instant, c'est comme vous avez un capteur, mais là, pour l'instant, c'est vous-même qui envoyez les informations. Vous utilisez la montre ou les éléments qui sont connectés, qui envoient l'information à votre médecin traitant. Mais quand il y a une alerte, avant que la situation ne s'aggrave, il peut vous dire de gérer vos paramètres à travers des comportements hygiéno-diététiques et la prise de vos médicaments. Ce sont des éléments importants sur lesquels il faut capitaliser l'éducation et le comportement des gens. Peut-être pour aller même dans le même sens, hein, j'ai croisé un ami une fois qui me dit, mais tiens, aujourd'hui, je ne fais que 2000 pas, il me reste encore 3000 à faire. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, ma montre m'a signalé cela. J'ai dit, bon. Donc, il s'est levé de son bureau, il a commencé à marcher. Ça montre, évalue le nombre de pas effectués. Le nombre de pas effectués par jour. Wow. Donc, pour dire que c'est des éléments aujourd'hui d'objets connectés. C'est de l'intelligence artificielle, par exemple. Voilà, par exemple. C'est de l'intelligence artificielle intégrée à un certain niveau qui permet d'évaluer le nombre de pas que vous effectuez par jour, de vous faire des alertes pour dire que vous n'avez pas atteint aujourd'hui le nombre de pas. Il faudra peut-être vous lever de votre bureau, marcher, aller faire des courses ou autre chose. Mais tous ces éléments sont des éléments... au niveau de l'approche médicale, pour nous, c'est un gain. Parce que la rencontre entre le médecin et son client, souvent, c'est 1 heure maximum. On n'a pas le temps d'aborder tous ces aspects sur la vie de l'individu. Nous, on est dans le curatif. Quand il vient, il faut lever l'obstacle, il faut le soigner, il faut le soulager. Donc, il faudra donc davantage, j'allais même vous poser la question, il faudra davantage développer ces systèmes. Oui, bien sûr. Et ces systèmes, je pense, comme l'a dit M. Villa, c'est vraiment de miser sur tout ce qui est élément de prévention. On pense que ça va vraiment être un gain au niveau de la prise en charge même des malades. Parce que si on a 1,8 milliard personnes qui seront diabétiques. Quand vous regardez le ratio de médecins formés, surtout en spécialité de diabète, c'est pas sûr qu'on pourra vraiment satisfaire cette demande. Alors comment est-ce que ça pourra se faire? Là, ça m'intéresse. Vous avez parlé de prévention. Comment est-ce que l'intelligence artificielle pourra être utilisée pour prévenir justement ces maladies chroniques telles le diabète? Ok, bon, en fait, c'est, comme on l'a dit d'abord, à partir des objets simples, des objets connectés, comment est-ce qu'on en fait l'usage au quotidien. Et puis après, c'est de mettre des systèmes d'intégrer, je pense que les gens le font, hein, d'intégrer des systèmes intelligents qui permettent de renvoyer des alertes à des personnels de santé, comme la plateforme de la clinique connectée, par exemple, qui peut être un modèle intéressant pour... Tu peux te dire, soit le taux de sucre est faible, le taux de sucre est élevé. Voilà, à cet exemple, dans ce modèle, surtout de prise en charge des patients diabétiques, j'ai suivi un podcast tout dernièrement d'une clinique qui a développé ce qu'ils appellent le pancréas artificiel. Et j'avoue que c'est vraiment un des pans de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de malades diabétiques qui sont sous insuline. Et comme je l'ai dit, je fais toujours le parallèle. Alors, lorsque le malade est sous insuline, dans le système classique, on met par exemple une pompe à insuline. Et chaque période, on dit par exemple chaque 3 heures, la pompe doit distiller un volume d'insuline pour pouvoir permettre, pour stabiliser le taux de sucre dans le sang. D'accord. Et ça, c'est ce que le système classique le fait. Alors, dans le projet qu'ils ont mis en place, avant de pouvoir injecter donc cette insuline, le système fait le dosage à partir des capteurs du taux de sucre. Il évalue la quantité d'insuline à distiller ou de ne pas distiller le taux de sucre. Donc, ça fait que ce type de malade, il y a une très belle observance parce que c'est d'abord opérateur dépendant. Donc, quelle que soit l'heure, même si c'est à minuit que le besoin se ressent, le système va réguler, va injecter ce taux d'insuline nécessaire. Donc, c'est vraiment un gain en termes d'abord pour le personnel de santé.
et également pour le malade qui lui donne vraiment un certain confort, une certaine aisance dans sa prise en charge. On va terminer donc par là. Comment est-ce que, déjà vous avez mis le pied dans le plat, comment est-ce que vous voyez, je vais dire, la médecine avec l'intelligence artificielle dans 20 ans, dans 50 ans sur notre continent? Bon, ça c'est vraiment une question qui doit prendre en compte beaucoup de choses. Oui. Parce que c'est vrai, c'est bien beau, on en parle, mais d'abord, il faut savoir que c'est des éléments qui demandent beaucoup de financement, surtout pour réfléchir sur tout ce qui est algorithme. Et puis aussi nous permet de... Parce qu'en réalité, c'est le modèle qui est derrière les intelligences artificielles, c'est des modèles basés sur des algorithmes mathématiques. Et c'est vous, vous expert informatique, c'est vous qui l'avez développé. Bien sûr, mais il faut dire qu'en matière d'algorithmes mathématiques, ça ouvre même un pan sur ce qu'on appelle l'intégration des intelligences. C'est-à-dire il y a également le médecin, l'informaticien, mais également des mathématiciens. Bien sûr. Donc, il faut les intégrer. Ensuite, ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, il faut les bases de données. D'accord. Il faut qu'aujourd'hui, nos systèmes arrivent à collecter des données de type individuel pour pouvoir mieux affiner les modèles. Et puis, le troisième pan maintenant, c'est comment intégrer notre notion d'humanisme et d'empathie dans tous ces systèmes, de telle sorte que le médecin soit toujours au cœur de l'action et que les systèmes intelligents viennent les aider dans leur prise en charge. Allez, on vous accompagne, on croit en vous, et puis on croise les doigts pour que d'ici là, l'intelligence artificielle dans le domaine donc, de la médecine, dans le domaine de la santé, soit une véritable révolution pour le continent, au bénéfice donc de nos malades. Merci en tout cas, messieurs, pour toutes ces informations complémentaires. Docteur Aladé Ndaïri Béranger, je rappelle que vous êtes médecin, expert de système d'information en santé et en pédagogie au laboratoire de biostatistique et d'informatique médicale à l'UFR Sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Également à vous, Monsieur Villard Bob Trevor. Vous êtes chercheur en système d'information et référent télémédecine. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été là. On sera vraiment très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour d'autres réflexions sur l'avancement donc de la médecine en Afrique. Hebdo Santé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.